à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une introduction en face cam, parce que comme je vous avais dit, je comptais aborder d'autres thématiques un petit peu plus profondes, un petit peu plus variées, notamment sur les thèmes du développement personnel ou de l'entrepreneuriat, donc un petit peu plus développé, on va dire que juste de l'art-thérapie, des loisirs créatifs, bien que ce soit déjà très varié et que je puisse pas vous parler de tout, parce que voilà, je fais tellement de choses que c'est un petit peu compliqué. Mais je souhaitais vous faire une petite introduction en face cam pour faire un petit disclaimer. Ça fait très longtemps en fait que j'ai envie de partager cette vidéo et de la faire, mais c'était pas forcément facile pour moi puisque c'est une thématique qui me touche personnellement. Donc après, moi, j'ai pas envie de rentrer concrètement dans le concret de ma vie privée ni tout ça sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est une partie de moi que aujourd'hui j'ai envie d'accepter et dont j'ai envie de discuter avec les gens, notamment pour les aider, puisque comme vous le savez, comme vous le savez ou pas, peut-être, hein, finalement, ça dépend de ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos et de si vous les avez regardées. En tout cas, moi, c'est vrai que voilà, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu envie d'aider les gens et de par là, mon expérience personnelle, eh bien, je me dis que peut-être que si j'arrive à témoigner un petit peu, ça pourra aider peut-être d'autres personnes parmi vous, ou en tout cas peut-être vous donner des clés ou des pistes, ou peut-être vous donner du courage ou de l'espoir de se dire que parfois, dans certaines situations, on voit pas forcément le bout, ou en tout cas on voit pas d'amélioration ou de possibilités, de solutions tout de suite à l'instant T. Mais peut-être qu'il y en a finalement, peu importe la situation. Et en tout cas, c'était pour pouvoir utiliser un petit peu mon expérience personnelle et me dire que peut-être ça pourra, comme je vous disais, en aider certains. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, ça va être l'hypersensibilité. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, quelque chose qui n'est pas forcément facile à aborder pour moi. Donc je fais aussi cette petite introduction en face cam pour faire, on va dire, un petit disclaimer. C'est-à-dire que je suis d'accord pour partager des choses en bienveillance et voilà, mais cet aspect de ma personnalité, je sais que je vais peut-être recevoir des critiques parce que j'entends tout à fait que ce que je vais dire, ça parlera peut-être pas à certains d'entre vous, mais moi ce que je fais, c'est pour pouvoir peut-être aider des personnes et en aucun cas pour que mon cerveau se mette à mouliner encore plus et tout ça. Donc je me réserve le droit, si je vois que c'est une thématique qui est un petit peu compliquée, je me réserverai le droit de retirer la vidéo de YouTube si je vois que voilà, il y a un petit peu des débordements. Aujourd'hui, je fais aussi cette introduction face cam puisque il faut savoir que j'ai fait un gros travail sur moi qui est encore en cours. La thématique que je vais aborder, c'est pas une thématique qu'on règle en 2 mois en fait. C'est quelque chose, c'est du travail sur toute une vie, c'est s'ouvrir à plein d'autres choses. Et donc j'ai déjà fait un travail sur moi pour me dire que j'allais tourner cette vidéo en face cam, puisque quelque part, c'est un petit peu thérapeutique. Et aujourd'hui, c'est un petit peu aussi m'accepter telle que je suis finalement, et le partager et l'assumer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile au quotidien. En tout cas, ça participe à la globalité des choses et au message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que pour aborder la suite des thématiques, je vais le faire en coloriage. Comme ça, ce sera déjà un peu plus intéressant, je pense, que de voir ma tête tout du long de la vidéo. Donc on va passer plan bureau juste après. Mais voilà, le dernier message que je voulais vous dire, c'est que les informations que je vais vous donner ne concernent que moi. Ce ne sont que mon avis, ce sont que les conseils que j'ai pu recevoir et les conseils que j'ai pris. Peut-être qu'il y a des conseils dont je vais parler et je vais vous dire ce conseil-là, je l'ai laissé de côté. Mais en tout cas, voilà, ce que je vais aborder aujourd'hui, ça ne concerne que moi, c'est que mon avis, c'est que ma façon de voir les choses. Donc je suis consciente que ça puisse ne pas plaire à tout le monde ou ne pas parler à tout le monde. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait en discuter en commentaire librement. Mais voilà, je vous demande juste que ce soit fait dans la bienveillance, dans la tolérance, pour qu'on puisse échanger un petit peu sereinement sur ces thématiques-là, et sur la thématique du lâcher-prise. Et voilà. Et écoutez, on se retrouve tout de suite, plan bureau. Alors, pour papoter, aujourd'hui, on va se retrouver sur ce colo que vous avez déjà vu en cours, donc dans mon boule de poil de Diane Dufour.
Et je suis toujours avec les Castle Art. Oui, 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 je n'ai pas encore changé de gamme de crayons, tout simplement parce que depuis que je vous ai pris la dernière fois, je n'ai pas terminé mon effet bois. En fait, depuis que je vous ai pris la dernière fois, je n'ai même pas retouché à ce coloriage-là. J'ai avancé mon Anna Carlson et j'ai fait mon coloriage mystère donc dans le tome saison. Donc, bah, eh bien voilà, hein, en fait, il faut bien que je finisse, que je termine cet effet bois. Donc, comme là, j'ai mon combo, tout est sorti à côté et que c'est une technique pas trop compliquée à faire pour moi, que je n'ai, comme je vous ai montré déjà un petit peu comment je procédais, je n'ai pas trop d'explications à vous donner, ce qui va me permettre de me focaliser sur la thématique du jour. Donc, je vais vous zoomer un petit peu sur l'illustration. Voilà. J'espère que mon bras passera pas trop devant. Si c'est le cas, je m'en excuse. Et puis, eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, c'est parti. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va donc discuter un petit peu d'hypersensibilité. Donc pour pouvoir vous expliquer tout ça et tout ce qui me concerne par rapport à ça, pour que ça puisse parler à certains d'entre vous qui se posent peut-être des questions et pour que ça puisse éventuellement peut-être donner certaines pistes à, à certains, eh bien je vais vous faire peut-être un petit historique rapide. Alors comme je vous ai dit, je n'ai pas trop envie non plus de rentrer peut-être trop dans les détails parce que bah, je veux pas perdre tout le monde si vous vous posez juste des questions ou si voilà, vous vous demandez un petit peu ce que c'est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà parler un petit peu de mon enfance, puisque donc bon bah comme vous l'avez compris de toute façon avec le titre de la vidéo et on va y venir après, mais j'ai vraiment envie de respecter un petit peu la chronologie pour que vous puissiez comprendre. Mais voilà, donc j'ai été diagnostiquée. Alors diagnostiquée. Donc là c'est pareil, il va y avoir un petit. Je sais que aujourd'hui c'est encore quelque chose qui est compliqué à faire comprendre. Mais voilà, j'ai eu un diagnostic par plusieurs professionnels de santé d'hypersensibilité. Non, je n'ai pas fait de bilan neuropsy puisque on va y venir après, mais au lieu de dépenser 500 €, puisque c'est 500 € à peu près un non remboursé par la sécurité sociale, moi aujourd'hui j'avais pas besoin qu'on me confirme un diagnostic. En fait aujourd'hui j'ai surtout besoin qu'on m'apporte des clés pour que je puisse eh bien, agir en fait et simplement aller de l'avant plutôt que de rester dans ce cercle vicieux de diagnostic finalement. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est bah, voilà, c'est très controversé, vous allez avoir pas mal de personnes qui vont vous dire que sans diagnostic on peut pas dire qu'on est hypersensible, mais en fait je pars du principe que quand vous avez vu plusieurs professionnels de santé, notamment des médecins qui ont l'habitude, euh, et que ce sont ces mêmes médecins-là qui vous disent que pour eux, vous n'avez pas forcément besoin de passer ce test qui n'est pas remboursé justement parce que pour eux, il n'y a pas vraiment de doute. Et bien finalement, au bout d'un moment, j'ai voulu écouter leurs conseils, puisque justement, bah, c'est posé hein, la question de est-ce que... protège juste mon dessin. Donc oui, la question s'est posée hein, de est-ce que j'allais ou pas me faire diagnostiquer. Voilà, j'ai même eu des coordonnées, des choses comme ça. Et donc en discutant avec plusieurs professionnels de santé, c'est là que j'ai pris la décision de ne pas me faire diagnostiquer. Enfin, de ne pas me faire diagnostiquer. Voilà, on m'a dit ce que j'avais pour eux et j'ai décidé de me focaliser finalement sur les solutions et non pas sur les causes. Donc moi, en fait, il faut savoir, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de lecture depuis toujours. Mes parents m'ont toujours dit, bah voilà, moi quand j'étais petite, on m'emmenait quelque part, j'avais un livre à la main j'étais tranquille quoi. Enfin voilà, ils savaient que s'ils m'emmenaient un bouquin, je m'occupais toute seule. C'était même, je pense maintenant avec le recul, des fois peut-être un peu trop. Hein. Bon, je suis toujours autant mordue de lecture, donc ça n'a pas changé. J'en fais un petit peu moins puisque bah voilà, hein, maintenant je suis maman, il y a le travail, j'ai d'autres loisirs. Mais voilà, à l'époque, hein, je me souviens, bon après ça, je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait, mais notamment à l'époque de la sortie des Harry Potter, je me souviens d'avoir lu avec une lampe de poche sous ma couette et, euh, et de vite éteindre la lumière quand j'entendais mes parents passer devant la porte de la chambre pour être sûre qu'ils ne me voient pas en train de lire. Donc voilà, depuis toute petite, j'ai vraiment toujours été passionnée de lecture.
Comme je vous avais dit, j'ai fait aussi donc beaucoup d'activités créatives. Donc moi, j'avais la chance d'avoir une mamie qui était très créative, qui me faisait faire plein d'activités. Et quand mes parents travaillaient, donc ma grand-mère était déjà à la retraite. Et quand mes parents travaillaient, eh bien finalement, j'étais tous les mercredis, enfin ou en tout cas quasiment tous les mercredis chez mes grands-parents, donc avec ma grand-mère créative, mon grand-père qui faisait énormément le potager, donc c'est quelque chose que je fais toujours chez moi. D'ailleurs, j'ai toujours un potager et je prends plaisir à faire le potager dans mon jardin. Et, euh, et donc voilà, le mercredi, je faisais beaucoup d'activités créatives. Notamment, bah, je crois que je vous en avais parlé, je faisais de la peinture sur porcelaine tous les mardis soirs avec ma grand-mère. Mais ça, c'était quelque chose, on va dire, de standard. C'est-à-dire la peinture sur porcelaine, on prenait des cours, c'était tous les mardis soirs. Mais après, bah, la journée du mercredi, voilà, on allait se balader en forêt, on ramassait des marrons, on créait des petites sculptures avec, on faisait du tricot, du crochet, du point de croix. Elle m'apprenait à faire des doudous, là, enfin des peluches, de la couture, on faisait du dessin, enfin voilà, je faisais vraiment énormément de choses. À tel point que, bien c'est vrai que maintenant quand j'en discute avec mes parents, ils se souviennent aussi de ça. À tel point que même mon papa, voilà, souvent il me disait mais va dehors, va jouer dehors avec tes copains et tout ça. Et moi en fait je préférais souvent rester tranquille à colorier, à lire, à toutes sortes d'activités, hein. J'avais un métier à tisser quand j'étais un peu plus petite. Alors ça, je pense que c'est peut-être pas la chose que j'ai le plus utilisé, mais voilà. Donc, eh bien, j'aimais bien être seule. J'avais besoin de me prendre des temps de pause comme ça, toute seule. J'avais besoin finalement de ces temps créatifs où je me retrouvais un petit peu toute seule. Alors par contre, enfin, j'ai toujours été très bien en société, c'est-à-dire que je m'entendais toujours très bien avec tout le monde. J'étais, vous voyez, dans la rue, j'étais. Alors souvent, bah voilà, quand on allait en ville ou quoi et qu'il y avait des personnes qui faisaient la manche, je donnais toujours une petite pièce. Bah, c'est vrai que c'était souvent ma maman qui me disait ah tu donnes tout. Enfin voilà, je lui réclamais toujours est-ce qu'on peut donner une petite pièce au monsieur ou voilà. J'avais déjà ce besoin et on va dire cette envie bien d'aider les autres, hein, tout simplement. Donc je pense que j'avais déjà un petit peu cette sensibilité exacerbée depuis petite. Et donc bah voilà, comme je vous disais, moi j'avais besoin de me recharger, j'avais besoin de ces moments où je me retrouvais toute seule à lire, à faire des activités créatives, à me retrouver. Donc j'écrivais aussi, hein, je me souviens que j'avais un carnet, je sais pas ce que j'en ai fait, où j'avais commencé à écrire mes petites histoires. Alors pour ceux qui se souviennent, à l'époque on avait en plus les blogs, enfin les skyblogs, je crois que c'était ça. Et donc moi je suivais des skyblogs vous savez, maintenant c'est un peu l'équivalent de Wattpad en fait, mais à l'époque quand j'étais plus jeune, je suivais les skyblogs de personnes qui écrivaient des histoires quoi. Donc je me souviens très bien de ça. Et donc moi j'ai jamais posté mes histoires sur Skyblog ni rien, mais j'avais un carnet où j'avais commencé à écrire un livre, enfin voilà, c'est un grand mot, hein. À l'époque, je pensais que j'allais sortir un livre. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je me rends compte que j'écrivais un petit peu, mais voilà. Donc, on va dire que j'ai toujours été dans ce truc-là d'avoir besoin d'activités manuelles, d'avoir cette sensibilité exacerbée. J'ai toujours été un petit peu, on va le dire, hein, toujours été un petit peu à fleur de peau, très sensible. Euh, je pense que j'étais quand même toujours une enfant agréable, hein, de ce que j'entends de mes parents. Ah, si jamais ma maman passe par ici et qu'elle écoute la vidéo, elle nous dira peut-être, enfin je sais pas si elle sait comment on laisse un commentaire, je suis désolée maman, mais voilà, elle nous dira peut-être si j'étais une enfant souriante, agréable, mais en tout cas c'est souvent ce qui ressortait de moi il me semble, mais on me disait tout le temps bah, voilà, que j'étais très agréable, très souriante, tout simplement aussi parce que j'avais envie d'être gentille avec tout le monde, d'être bien dans ce monde-là, voilà. J'adorais déjà bah, voilà, parler de bouquins, écrire, faire toutes ces activités manuelles, partager tout ce temps-là avec ma grand-mère. Donc on va dire que pendant mes études, bien là tout s'est bien passé, donc en sachant que j'étais toujours dans cette optique de toujours vouloir bien faire, donc j'étais très perfectionniste, j'acceptais pas l'échec en fait, donc j'étais très travailleuse à l'école. Voilà, il fallait toujours que j'ai des bonnes notes, donc je travaillais beaucoup
Pour ce long, j'avais pas forcément des grosses facilités, hein, mais j'avais besoin de beaucoup travailler. Et donc, c'est vrai que mes parents me disaient bah, voilà, voilà, j'avais du mal à accepter l'échec, je n'aimais pas avoir des mauvaises notes, donc je travaillais beaucoup, même si j'avais des difficultés, et que, en tout cas, quand j'avais une mauvaise note, c'était un petit peu, pour moi, c'était la fin du monde, quoi. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué à gérer. Voilà, en tout cas, pour l'enfance. Donc après mes études donc, qui se sont bien passées, donc déjà ça a été un questionnement hein, au niveau de mes études, parce que moi bah, voilà, je voulais aider les gens, j'avais pensé, ça je pense que j'en ferai un autre sujet par rapport à l'entrepreneuriat, pourquoi j'en suis là aujourd'hui et tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant, ça pourrait peut-être en intéresser certains. Et donc voilà, j'avais principalement tout ce qui m'attirait finalement, c'était les métiers d'aide à la personne. Hein. Donc voilà, je fais mes études. Enfin, mes études, pour moi, ce sont... Enfin, quand j'y réfléchis, je me dis, elles se sont vraiment bien passées, mes études. J'ai pas de... Voilà, j'ai jamais eu de grosses difficultés. Les études se sont bien passées. Voilà, tout était bien. Et puis, ben, forcément, après les études, vient le moment d'entrer dans le monde du travail. Et donc là, ça a commencé à être un petit peu plus compliqué pour moi. Parce que, eh bien, pour vous donner une idée, en fait, dans le monde du travail, alors attention, hein, comme j'ai dit, tout ce que je dis là, c'est ma vision des choses, hein, ma façon à moi de voir les choses. Dans le monde du travail, c'est très compliqué puisque moi, je suis quelqu'un qui ne va pas, en règle générale, tricher. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, ça se voit très rapidement sur mon visage. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, ça se voit rapidement sur mon visage. Je vais avoir du mal, notamment face à des situations d'injustice, à me retenir de parler. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que bah, pour moi, quand il y a des situations d'injustice, c'est compliqué à gérer. Et donc, bah, eh bien voilà, tout simplement, voilà, je commence le monde du travail. Je me rends compte que dans le monde du travail, c'est un monde où, comme je vous disais, moi qui peut pas mentir, eh bien, je me rends compte que dans le monde du travail, c'est ma vision des choses. Je trouve que c'est un monde un petit peu plus hypocrite. Puisque bah, forcément, dans le monde du travail, il faut, pour certains, être les premiers, pour certains, être les chouchous, pour certains, comment dire, pour certains, être les plus performants. Et puis, bah, tout simplement, ça, c'est quelque chose enfin, qui est logique. Qui est logique dans la société actuelle. Tout simplement, en fait, quand vous êtes au travail, vous ne pouvez pas être le même que quand vous êtes à la maison, dans votre environnement familial, quoi. Donc là, les difficultés ont commencé à arriver. Notamment par une expérience professionnelle en particulier qui a été compliquée, donc qui n'était pas ma première expérience professionnelle, hein, parce que du coup j'ai dû quitter un travail à l'époque pour changer de région, pour revenir dans la région d'où j'étais originaire. Et là-bas par contre c'était vraiment bien puisque c'était une ambiance très humaine, je m'entendais très bien avec mes collègues et tout ça, donc j'ai dû quitter cet environnement, on va dire super sécurisant, où je me sentais bien pour un autre environnement, simplement pour me rapprocher de ma famille hein, à l'époque. Donc, euh, donc voilà, et c'est là où je suis arrivée donc, dans une expérience professionnelle qui a été très compliquée pour moi, et donc comme je vous l'ai dit, où s'en est suivi un burn-out. Voilà, donc quand j'ai fait mon burn-out, bizarrement, je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà vécu un burn-out par ici ou pas, voilà. En fait, quand vous vivez un burn-out, c'est un petit peu toute votre vie qui est remise en question. Et donc, autant au début, vous ne savez pas trop comment vous en sortir, autant après, vous voyez votre vie d'une manière complètement différente. Et donc, moi, alors déjà, ça a été très compliqué, puisqu'au début, quand on vous dit le terme burn-out, moi, j'étais tellement bah, voilà, dans le perfectionnisme au travail, enfin, c'était hors de question que je sois en arrêt de travail, hein, tout simplement, à l'époque, je voulais pas m'arrêter. Vous êtes tellement dans une spirale, en fait, où vous vous rendez plus compte, hein, donc ça a été déjà très compliqué quand on m'a dit ce terme-là. C'est mon médecin en fait hein, qui m'a dit simplement donc
j'avais pas mal de symptômes physiques hein, qui se déclaraient petit à petit, dont des symptômes inexpliqués. Hein, souvent, on parle du burn-out et des symptômes qui aujourd'hui sont bien plus connus, hein, puisque moi, ça fait quand même quelques années que j'ai vécu ça. Donc, notamment les articulations complètement raides. Hein. Un matin, je me suis réveillée et heureusement, mon mari était encore là, je ne pouvais plus bouger mes doigts. J'ai fait aussi des pics de fièvre inexpliqués. Enfin, voilà, je veux pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai pu vivre. Hein. Ça, c'est quelque chose que je peux faire en message perso. Je suis prête à discuter avec certains d'entre vous, hein, si vous voulez, de tout ça. Mais voilà, sur YouTube, je suis pas encore prête à tout exposer. Donc voilà, ça a déjà été quelque chose, on va dire, le terme burn-out, et puis surtout le burn-out. Alors maintenant, je pense qu'on y est beaucoup plus sensibilisé. Moi, à l'époque où ça m'est arrivé, enfin, ça n'existait pas tellement encore. Enfin, on n'entendait pas ce terme-là trop régulièrement. Et donc, moi, je faisais clairement partie de ces personnes où je me disais, non, mais franchement, les gens disent qu'ils sont en burn-out, mais enfin, comment dire? Enfin, voilà, pour arriver en burn-out, quand même, il en faut. Enfin, voilà, je faisais vraiment partie de ces gens-là qui avaient des idées préconçues. Et je pense que finalement, j'étais un petit peu comme ça avant mon burn-out. En fait, je pense que j'ai commencé à modifier ma vision des choses et à voir les choses différemment à partir du moment où ce burn-out est arrivé, en fait. Et, et je pense que ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Bref, donc j'ai eu cette expérience difficile et compliquée. Et donc, je me suis soignée. Donc là, c'est pareil, hein, il faut trouver la méthode qui est adaptée. Je pense qu'aujourd'hui, on est en France, on est dans un pays où c'est très tabou, toutes ces choses-là. Voilà, vous allez en Amérique, par exemple, il n'y a pas de tabou hein, là-bas. Chacun a son psy, enfin, voilà. Ici, je trouve qu'en France, on n'a pas tellement le droit de dire qu'on va pas bien. Donc, moi, déjà, tout ça, c'était limite, enfin, voilà, presque en cachette, hein, puisque, voilà, le fait de voir quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de partager en France. Hein. Donc, il y avait déjà tout cet aspect-là. Et voilà, donc je me soigne. Donc là, trouver sa technique adaptée, hein, moi, je vous dis franchement, donc là, comme je vous disais, c'est de nouveau que ma façon de voir les choses. Hein, c'est pas du tout dénigré ni rien, mais je pense qu'il ne faut pas forcément continuer avec un professionnel de santé avec qui vous n'avez pas un feeling. Je pense que c'est bien de changer si vous ne le sentez pas. Je pense aussi que c'est à vous de choisir le médecin ou en tout cas la spécialité, le thérapeute que vous voulez aller voir, toujours en vous assurant voilà, que ce soit des personnes certifiées ou au minimum parfois voilà, moi je trouve que c'est bien après diplômé ou pas. Après, je dis pas, il y a sûrement de très très bonnes personnes voilà, qui exercent et qui n'ont pas forcément de diplôme ou d'expérience dans ces domaines-là, ou voilà. Mais je pense qu'au début, quand on est perdu, c'est bien de pouvoir se tourner vers des personnes, on a peut-être un petit peu plus confiance. Donc voilà, donc je me soigne, ça prend beaucoup d'années, beaucoup de temps. En parallèle, je fais une reconversion professionnelle, donc, comme je vous avais dit, et je trouve donc un nouvel emploi. Depuis cette expérience professionnelle-là, j'ai eu 3 autres expériences professionnelles, donc ça fait à peu près 10 ans hein, que moi j'ai commencé à travailler. Et on va le dire clairement, à chaque fois, je tombe dans des schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je tombe avec des personnalités qui, je pense, voilà, c'est compliqué de... Enfin, je tombe avec des personnalités qui cernent un petit peu ma façon d'agir, à être toujours dans l'empathie, toujours trop, toujours beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour les hypersensibles. Et donc, je vois clairement que je répète que je fais des choses qui sont tout le temps répétitives. Donc, c'est-à-dire dans ce monde du travail où il faut toujours faire semblant, moi je ne sais pas faire, donc je suis complètement entière, donc je fais à 100% confiance. Donc, comme dirait mon mari, je suis un petit peu dans le monde des bisounours.
je fais confiance, je ne sais pas faire semblant, tous les soirs je rentre, c'est des ruminations incessantes, hein, mais c'est-à-dire parfois pendant des heures à me dire oh, et j'aurais peut-être pas dû dire ça, et j'aurais pas dû faire ça, et peut-être que ce que j'ai dit ou que ce que j'ai pu faire, ça lui a fait de la peine, et peut-être que, et voilà. Donc là, c'est vraiment très prenant pour le mental, quoi. C'est le mental qui ne se met jamais en pause. Et pourtant, malgré tout, donc là vous allez vous dire c'est quand même fou de mon point de vue. Et pourtant, j'ai toujours des expériences pro qui, au final, se passent quand même plutôt bien. C'est-à-dire que, en fait, on est toujours content de moi, on est toujours content de mon travail, parce que je suis dans cette espèce de truc très perfectionniste, j'ai envie voilà, que mon travail soit nickel, soit même trop, hein, parfois. Donc, finalement, ces expériences professionnelles-là, elles se passent toujours très bien, mais finalement, c'est moi qui me rends malade. Je me rends compte que c'est moi qui me rends malade, en fait, au travail, à toujours avoir des tergiversations, à rentrer le soir et à pas savoir mettre mon cerveau sur pause ou sur off. Ça commence à être compliqué. Et donc, en septembre-décembre, entre septembre et décembre donc 2023 finalement, donc vous voyez, hein, depuis toutes ces années-là où je vous dis, bah voilà, j'ai cette impression de m'être soignée, d'aller mieux, voilà. Je me dis, là, t'as toujours les mêmes schémas répétitifs, il faut faire quelque chose. Et donc là, je consulte plusieurs professionnels de santé, y compris médecins traitants, voilà. Je consulte aussi des professionnels de techniques parallèles. Comment on pourrait dire? Je sais pas comment dire. Enfin voilà, tout ce qui va être art thérapeute, hypnose, acupuncture, sophrologie. Voilà, je consulte plein de personnes. Alors qu'on m'en avait déjà parlé à l'époque où j'avais fait mon burn-out, mais je pense simplement que mon cerveau était pas prêt à encaisser ça. Là, on me répète, peu importe la personne que je vais voir, on me répète que pour eux, je suis hypersensible. Donc, effectivement, d'un coup, on me redit, ben voilà, en quoi consiste l'hypersensibilité, ce que c'est, comment agit le cerveau quand on est dans ce cas-là. Je me souviens que effectivement à l'époque, on me l'avait dit, mais que bah voilà, hein, prise dans le truc et tout ça, j'avais pas non plus. Voilà, à l'époque, je pense simplement que peut-être mon cerveau n'était pas prêt, tout simplement peut-être à l'encaisser. Et donc là, eh bien, comme je vous dis, ça tombe, quoi. Ça tombe et on me dit c'est de l'hypersensibilité. Vous pouvez faire un bilan neuropsy pour le confirmer. Bilan neuropsy qui vous coûtera 500 €, mais qui vous donnera pas de... En tout cas, moi, de ce qu'on m'a dit des professionnels que j'ai contactés, ils me disent tous que, en gros, ils vont pas me donner de clés pour m'en sortir, quoi. Que ça va juste être poser un diagnostic. Et poser un diagnostic, pourquoi? Puisque aujourd'hui, ces pathologies-là sont pas reconnues comme des RQTH, sont juste pas reconnues. Vous voyez, là, déjà, je prends énormément de pincettes pour en parler, puisque je sais que, en l'ayant vécu moi-même, je sais qu'aujourd'hui, bah, il y a sûrement plein de personnes qui vont me dire, oui, mais si t'as pas fait un bilan neuropsy, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais l'hypersensibilité, c'est un phénomène de mode et tout ça, et on en vient vraiment à, quand on veut parler de tout ça, à prendre énormément de pincettes, quoi. Donc bref, je veux pas rentrer dans ce débat-là, parce que voilà, je suis pas là pour ça, mais en tout cas, donc comme je vous disais, voilà, on va en rester là, mais en tout cas, le diagnostic tombe, et là, c'est un sentiment hyper ambivalent, puisque c'est comme, moi je le vis clairement à l'époque, hein, même toujours encore maintenant, hein, je suis en train de faire ce qu'il faut pour essayer de le voir différemment, mais je le vis clairement en fait comme un handicap. À l'époque, enfin voilà, moi je rêve juste de ne plus être comme ça, de pouvoir aller travailler sans me poser 10 milliards de questions, d'être comme tous ces gens où quand on va leur dire quelque chose, ça va juste leur traverser l'esprit, leur passer dessus et puis ils passent à autre chose et ça va pas leur durer des semaines de rumination derrière. Voilà, moi c'est la seule chose que je demande, quoi. Donc vraiment ce sentiment ambivalent de vivre ça comme un handicap et d'un autre côté un petit peu le soulagement d'avoir un diagnostic. Mais ouais, parce qu'à l'époque en fait on me donne un diagnostic et moi je me dis
C'est comme les gens qui ont une maladie auto-immune, par exemple. Ils vont pas bien, ils vont chez le médecin, on leur donne un diagnostic et ils vont prendre un traitement, quoi. Enfin, ils vont mieux derrière. Donc, ce soulagement de me dire, bah, en fait, toutes ces choses-là que je ressentais, tout le fait de me sentir tout le temps en décalage de la société, tout ça, ben, c'est pas forcément quelque chose que j'ai inventé, en fait. C'est quelque chose qui fait que je me sens comme ça et il y a quelque chose derrière tout ça. Donc, bah voilà, je continue avec ce sentiment ambivalent. Et donc je vis, honnêtement, franchement, fin d'année 2023, j'ai quand même vécu des moments pas faciles puisque en plus je découvre ça. Alors j'en avais bien sûr déjà entendu parler, on m'en avait parlé, mais comme je vous disais, mon cerveau était pas prêt. Donc à l'époque, j'avais pas forcément fait de recherche là-dessus. Et là, en fait, quand vous avez un diagnostic qui tombe, je sais pas si on est tous pareils, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça et qu'il faut surtout pas faire, mais je commence à m'informer sur Internet. Et là, ça devient hyper compliqué, puisqu'en fait, sur Internet, vous trouvez de tout et de rien. Vous trouvez énormément de contenu et finalement, c'était presque trop, en fait, puisque je sais pas moi, pendant 2 mois, en fait, j'ai fait que regarder des vidéos sur cette thématique-là. Et pendant 2 mois, j'avais beaucoup de vidéos. Bon, certes, il y avait des clés, mais je pense que mon cerveau était pas en capacité de juste de les prendre et de passer à autre chose. Donc en fait, je me regardais des vidéos qui confortaient mon diagnostic, vous voyez, donc qui me disaient bah oui, en fait, les ruminations c'est bien ça, ben oui, le fait de vivre des émotions hyper intensément, que ce soit positif ou négatif, c'est bien ça. Le fait que ça fait maintenant 14 ans que je suis avec mon mari et que ça fait 14 ans que le matin quand je rentre dans la salle de bain, s'il s'est parfumé avant moi, je littéralement, hein, je vais le dire comme ça, je lui prends la tête parce que l'odeur me dérange et que après je suis gênée toute la journée, que je suis fatiguée, que j'ai mal à la tête. Enfin voilà, vraiment des trucs très pénibles et très basiques, mais toutes ces choses-là, voilà, qui confirment mon diagnostic. Et donc, comme je vous dis, pendant plusieurs mois, je fais que ça, regarder des vidéos sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas sain du tout de faire ça finalement, parce que oui, vous pouvez vous informer, mais vous informer à ce point-là, c'est compliqué, hein. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment compliqué. Donc, bah, je recontinue à en parler. Est-ce que je dois me faire diagnostiquer? Et je tombe d'accord, en fait, avec plusieurs personnes qui me suivent, que, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de dépenser 500 € dans un diagnostic pour que, comme je vous ai dit, pour qu'on me dise que je suis hypersensible, mais que, en fait, j'ai besoin plutôt qu'on me donne des clés et qu'on me dise comment m'en sortir, quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, le fait de voir ce diagnostic-là, ça a vraiment expliqué tout ce dont je vous parlais, bah voilà, depuis toute petite, le fait d'avoir besoin de me retrouver seule, le fait bah voilà, d'être beaucoup dans les activités créatives, hein, puisque eh bien, il y a une étude qui est sortie, donc là, c'est une des personnes qui m'accompagne qui m'a dit que selon une étude qui était sortie, les hypersensibles auraient normalement besoin de minimum 2 heures d'activité créative par jour dans la journée. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible, mais que pour se recharger, en fait, a priori, on aurait besoin de ça. Donc je sais plus d'où est... Enfin, voilà, comme je vous dis, c'est une personne qui m'accompagne qui me l'a dit, donc je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé cette étude, mais voilà. Donc, eh bien, comme je vous disais, une fois quand le diagnostic arrive, bah voilà, on se précipite sur Internet et moi, je pense que c'est pas forcément la chose à faire. Alors, je pense que si c'est intéressant de s'informer, puisqu'au début, on a besoin de savoir, on a besoin de se raccrocher et de se dire, oh, mais oui, tiens, ça m'explique ça depuis que je suis petite. Oh, mais oui, tiens, ça, c'est complètement moi. Et finalement, c'est le fait de se mettre, on va dire, dans une catégorie, vous voyez, dans une catégorie de personnes, dans une catégorie de population, et peut-être bah, de se sentir un peu moins seul aussi quelque part, puisque bah, depuis toujours on a l'impression d'avoir un problème et finalement on se rend compte que c'est pas un problème, que c'est une particularité. Et alors par contre ce qui a été difficile pour moi, c'est que dans tous les articles où j'allais, tout le monde disait mais l'hypersensibilité c'est une force, une fois que vous savez vivre avec, une fois que vous savez faire avec, c'est vraiment une force au quotidien et tout ça. Et alors ça, moi, c'était encore pire pour moi, puisque justement j'étais dans cette phase-là où je le vivais comme un handicap. Et donc quand on entend ça, enfin moi j'en avais juste marre, quoi. J'avais juste envie de tout claquer et de dire non mais en fait arrêtez quoi. Pour moi c'est pas une force, je ne le vis pas du tout comme ça et voilà. Et petit à petit, à un moment, je pense que mon cerveau a compris que tout ça, c'était pas forcément hyper,
hyper sain de rester dans cette spirale-là. Et donc petit à petit, j'ai commencé à arrêter de regarder ce genre de contenu et à mettre en place les petites solutions que j'avais déjà vues et les solutions dont on me parlait lors de mes séances d'accompagnement, quoi. Donc j'ai commencé à mettre en place des rituels, que ce soit par exemple une séance de sophro par jour ou une séance de méditation par jour. Voilà, en fait, vraiment j'avais ce besoin de mettre mon cerveau, comment dire? Voilà, en fait, j'avais vraiment ce besoin de me ressourcer via l'art-thérapie, via toutes mes activités, via plein de choses, en fait. Et du coup, il a fallu mettre tout ça en place, mettre des rituels. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, par rapport au coloriage, moi, je sais que si j'ai envie, j'aimerais que tout mon temps libre soit consacré au coloriage. Et ben finalement, je me suis rendu compte que non, ça peut pas être ça non plus parce que certes, ça me fait énormément de bien, mais en fait, j'ai besoin d'autres choses. C'est-à-dire que moi, dans mes rituels de mes journées, par exemple, je vais avoir besoin de faire un petit peu de sophrologie ou de méditation guidée parce que j'ai aussi besoin de moments off. Et puis par contre, il va y avoir des périodes où en fait, il faut pas me parler de méditation parce que c'est pas le moment et je pense qu'il faut savoir s'écouter. Mais je pense qu'il faut parfois aussi savoir se faire violence et se dire, en fait là, si, il faut vraiment que tu fasses ce rituel-là parce que sinon tu vas finir par craquer, quoi. Et donc, je pense notamment, alors donc moi, comme vous le savez, hein, j'ai travaillé dans le milieu médical et puis ensuite dans l'accompagnement professionnel. Et je pense que c'est important de, comme je disais, qu'en France, voilà, c'est tabou de se faire suivre et tout ça. Et je pense qu'en fait, dans des métiers comme ça où il y a de l'humain, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à faire. Puisque quand on est hypersensible, en fait, on se prend cette empathie et tout ça à longueur de journée de plein fouet, hein. Et si on n'a pas un sas pour vider son sac, c'est compliqué. Alors moi, dans mon métier, ce qu'il y a de bien, c'est que là, sur les derniers temps, ils commencent à mettre un petit peu ça en place parce qu'ils se rendent compte que c'est important sur les métiers avec de l'humain voilà, d'avoir un petit peu ces sas de décompression. Donc ils sont en train de mettre en place ce qui se fait dans le milieu de la petite enfance. Donc si jamais il y a des auxiliaires de puériculture ou des éducatrices de jeunes enfants parmi vous, ça va sûrement vous parler. Voilà, dans l'accompagnement professionnel, on commence tout doucement à mettre en place ce qu'on appelle de l'analyse de la pratique professionnelle. Et donc ça, c'est vraiment bien pour pouvoir régler les problématiques et pouvoir échanger là-dessus et se dire, tiens, moi j'ai vécu telle situation, toi comment tu l'aurais vécu, moi ça a été compliqué pour moi, voilà. Et je pense que finalement, dans les métiers où il y a de l'humain, même peut-être dans les métiers où il n'y a pas d'humain, hein, je pense que ce sont des techniques, des choses qui seraient intéressantes de mettre en place. Mais bon, voilà, ça c'était une petite aparté en particulier. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je pense que il faut aussi démystifier le fait d'avoir besoin d'aller parler, hein. C'est comme finalement la santé physique. Quand on est malade, on a un rhume, on a un truc, on va chez le médecin. En fait, quand on n'a pas trop le moral, on va chez un médecin dédié plus à la santé mentale. Et c'est ok, quoi, en fait. Enfin, on a le droit de... voilà. Alors après, qu'on veuille en parler ou pas, ça, je l'entends et je le conçois, hein. Moi, voilà, là, je fais cette vidéo YouTube. Il y a très peu de personnes de mon entourage qui sont au courant. Aujourd'hui, je commence un petit peu à assumer l'hypersensibilité, donc je suis en train d'en parler un petit peu, mais ça n'a pas été facile. Et, et voilà, donc je comprends qu'en plus, au début, ce soit difficile, mais je trouve ça vraiment dommage que, voilà, qu'on soit dans un pays où c'est compliqué de démocratiser ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Voilà en tout cas pour ce que j'avais à dire là-dessus. Le fait de me connaître et de travailler sur moi, de me rendre compte de tout ça, petit à petit, ça commence aussi à me déculpabiliser sur le fait d'avoir besoin de prendre du temps pour moi. Donc comme je disais, par exemple, l'étude qui dit que pour les hypersensibles, il faut 2 heures minimum d'activité créative par jour. Et finalement, je me dis, ok, ce profil créatif que j'ai, c'est peut-être pas pour rien. Et ok, t'as besoin de ce temps-là, en fait, pour te recentrer. Donc finalement, c'est essayer d'enlever un petit peu cette culpabilité-là, de
d'avoir besoin de temps, qu'il faut réussir à s'octroyer un petit peu de temps. Alors c'est pas possible dans les journées, dans toutes les journées. C'est pas possible dans une vie bien remplie. Voilà, donc moi, comme vous le savez, je suis maman, je suis entrepreneuse. C'est pas forcément possible tous les jours. Mais juste savoir trouver un équilibre, en fait, c'est comme... je sais pas moi, comme une balance, comme les thématiques des écrans par exemple pour les enfants, savoir trouver un équilibre, une balance et savoir doser entre, bah voilà, un enfant de 6 ans, lui interdire complètement les écrans et lui permettre, je sais pas moi, 30 minutes d'écran 2 jours par semaine. Bah en fait pour nous c'est pareil, se dire ok là attends en fait je sais que pendant 3 jours je vais pas pouvoir avoir ma pause créative parce que bah, j'ai trop dans mon quotidien, dans mes enfants, dans tout, je vais pas pouvoir m'octroyer ce temps-là, mais ok, bah tel jour, en fait, je fais en sorte de me dégager un peu de temps. Et donc moi, ce que je peux donner aussi comme conseil, c'est s'éloigner des écrans. Ça, je sais que, bon, bah voilà, on le dit, on le redit, mais honnêtement, moi, je le vois, hein, quand je suis obligée de passer toute la journée sur l'écran, je me sens... je me sens pas aussi bien que quand j'ai pas été sur les écrans, que je suis allée en pleine nature, voilà. Je pense que c'est important de pouvoir garder une activité sportive parce que je pense que c'est le moment en fait où on lâche et le corps, en fait, le mental a besoin, le corps et le mental en fait ont besoin de ça. Donc souvent on va faire une activité sportive, bah voilà, pour être en forme physique, mais en fait, c'est aussi le mental qui a vraiment besoin de ça, de lâcher tout ça et de s'octroyer ce temps-là pour souffler. Donc oui, donc les écrans, le sport, bah, bien sûr, tout ce qui va être activité créative, activité... alors même si c'est pas créatif, mais voilà, ben, comme moi je disais par exemple la lecture, mais ça peut être autre chose, quelqu'un qui ferait de la guitare, voilà, se laisser le droit donc d'exercer toutes ces activités-là. Et puis après, eh bien, essayer de s'accepter. Donc, comme je vous disais, ça, c'est un travail de tous les jours. Moi, c'est pas encore le cas, hein. Je vis pas encore mon hypersensibilité comme une force, bien loin de là. J'essaie juste d'apprendre à l'apprivoiser. Donc, comme je vous disais, j'ai des petits rituels, je mets en place des petites techniques, des petites solutions de bien-être pour essayer de voir ce qui me convient, ce qui me convient pas, juste de me sentir bien, de me sentir mieux, de pas se mettre la pression. Alors, je sais que parfois, c'est difficile avec le coloriage parce qu'on a tendance à se mettre la pression, à vouloir finir, à vouloir beaucoup colorier. Et ben, finalement, ça m'apprend aussi à essayer de pas me mettre la pression là-dessus. Moi je me suis jamais non plus trop mis la pression pour le coloriage, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où je me suis dit non mais attends, en fait je j'ai envie de colorier, j'ai envie que ça avance, j'ai envie que bah ouais mais en fait finalement qu'est-ce qui te fait du bien? Je me suis rendu compte que parfois voilà aller bâcler un coloriage parce que j'avais envie que ça avance, pour moi en tout cas ça ne me convenait pas puisque moi j'aime bien bah voilà que mes coloriages fassent ressortir plein d'émotions, plein de choses et ben du coup c'est ok pour moi ma façon de faire c'est d'aller doucement et de prendre mon temps parce que j'ai besoin de mettre mon cœur dans ce que je fais. Alors attention, hein, je dis pas que les autres mettent pas leur cœur, non, non, pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que ben voilà, peut-être d'autres personnes qui vont être comme moi, elles, ça va être peut-être le besoin je sais pas moi, de terminer plein de choses, de terminer plein de colos, d'enchaîner les colos, de les faire juste pour se vider la tête comme ça, et c'est ok en fait. C'est juste le fait de se laisser dire. Ouais, vraiment, c'est cette phrase-là, je pense, en fait. C'est juste le truc de se dire, c'est ok, c'est comme ça, c'est moi, je fais comme je veux, comme je le sens, et je m'autorise ce droit-là. Moi, j'ai envie de colorier à fond et d'être à fond, de faire le plus de coloriage possible par semaine, c'est ok. Moi, j'ai envie de prendre mon temps, peut-être de faire que 2 sessions de colo par semaine, mais de me dire bah, que je prends mon temps, que je me vide la tête avec ça de cette façon-là, c'est ok en fait, tout est ok. C'est juste qu'il faut savoir doser et trouver bah, ce qui nous convient et la façon de faire qui nous convient le mieux. Donc voilà, donc comme je vous disais, si je vois que cette vidéo vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram parce que je sais pas si je me sentirais de refaire une vidéo sur ce thème-là de sitôt. Mais
Mais si jamais vous avez besoin, enfin vous avez envie d'approfondir des petites choses, ces thématiques-là, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Insta. Je pense que c'est là où ce sera le plus simple d'en parler plutôt que dans les commentaires et tout ça. Je comprends que ce soit pas forcément facile ou évident. Après, si vous vous sentez de le faire, n'hésitez pas, hein, mais voilà, je pense que ce sera peut-être plus intimiste sur Instagram en message privé. Et donc, comme je vous disais, moi, je suis loin encore d'avoir accepté tout ça. Je suis encore en plein travail. Je mets en place plein de choses. Voilà. Je pense que c'est important de sensibiliser l'entourage s'il arrive à y être réceptif. Et s'il n'arrive pas à être réceptif, ben, d'essayer de trouver une façon de le sensibiliser. Moi, j'ai cette chance-là, aussi bien bah, que ce soit mon mari que mon entourage proche, voilà, mes parents, ma famille proche, j'ai la chance de me sentir comprise. Alors, je pense que des fois, ça leur empêche pas de se dire, oh là là, enfin, voilà, elle a des réactions un peu trop, en fait. J'ai l'impression d'être toujours un peu trop dans tout. Mais voilà, maintenant ils le savent. Et surtout, moi, je veux pas qu'ils cherchent à utiliser des pincettes avec moi ou des choses sous prétexte que je sois hypersensible. Non, non, moi, ce que je veux. Alors après, c'est comme je vous dis, hein, ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Je comprendrais tout à fait qu'il y ait d'autres personnes qui voient pas du tout les choses comme ça. Mais moi, ma façon de voir les choses, c'est je veux pas qu'ils prennent des pincettes avec moi. Je veux pas qu'ils s'empêchent de me dire ce qu'ils ont à dire, d'être eux comme ils doivent l'être. En fait, je suis vraiment à la recherche maintenant d'authenticité. Et donc, je me dis, ben, peu importe la façon dont ils réagissent et tout ça, ou dont moi je vais réagir, comme je vous ai dit, je veux pas qu'ils prennent des pincettes ou qu'ils me traitent d'une façon différente, puisque finalement, je sais que ça va être ces expériences-là que je vais vivre avec ma famille, mes amis, mon entourage, qui va me faire me dire, ok, alors là, j'ai cette problématique-là, comment je vais pouvoir la prendre, comment je vais pouvoir la traiter, comment je vais pouvoir la gérer, comment je vais pouvoir y remédier, comment je vais pouvoir faire pour que ça se reproduise pas et que la fois d'après je réagisse mieux ou différemment ou plus ou juste même tout simplement comment faire pour que la prochaine fois je sois ok avec ma façon de réagir. Vous voyez? Et donc aujourd'hui c'est ça que j'essaye de mettre en place. Il y a aussi des jours où ça va être plus facile que d'autres, hein. Il y a des jours où bah voilà je vais me dire ok, c'est bon, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je pense que je n'y pense plus. Alors, si, j'y pense quand même fréquemment, mais j'ai peut-être l'impression que j'y pense un peu moins qu'avant, quand j'ai eu le diagnostic. Enfin, je vivais que pour ça, quoi. Pendant plusieurs jours, j'arrêtais pas de me dire, oh, je suis hypersensible, voilà. Aujourd'hui, voilà, enfin, je me définis plus comme étant que une hypersensible, en fait. Juste, je suis moi. Je suis comme ça. Oui, l'hypersensibilité, ça fait partie de moi comme ça ferait partie de quelqu'un qui va être colérique, comme ça ferait partie de quelqu'un qui est nerveux, comme ça, je le vis un peu plus comme un trait de caractère et je pense que c'est bien. Donc c'est ce qui fait que j'y pense plus forcément tous les jours. Après, je vous dis pas aussi là, je suis donc en train de faire un projet entrepreneurial. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où je me suis aussi dit, bah là en fait, il faut que tu arrêtes de reproduire tes schémas, il faut que tu essayes de changer quelque chose puisque quoi qu'il arrive, ton schéma est toujours répétitif. Donc je pense que pour l'instant, ça m'aide aussi d'être entrepreneuse puisque eh ben, finalement, j'ai la facilité d'organiser un petit peu mes journées comme je veux, de gérer les thématiques que je veux. Alors ça m'empêche pas d'être à fond, hein, comme je vous ai dit, des fois je prends pas suffisamment de temps de pause et donc il faut que j'arrive à faire ça. Mais voilà, donc aujourd'hui je me dis c'est sûr que par contre si jamais je devais retourner là dans le monde du salariat demain ou dans un mois ou dans 2 ans, je me préparerais différemment parce que je sais que ce serait différent et que je dois accepter que le monde du travail est pas comme je le voudrais finalement. Donc voilà, et pourtant moi je vous dis ça, j'ai travaillé dans un service RH, hein. Donc vous voyez comme quoi bah voilà, hein, on a tous quand même nos particularités et nos façons d'être, nos façons de fonctionner et on vit peut-être tous un petit peu les mêmes problématiques sans le savoir, hein. Donc voilà. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais aussi partager un petit peu bah, mon évolution. C'est aussi ce qui a fait que je me suis plus intéressée bah, à tout ce qui va être technique de développement personnel, technique de relaxation. Voilà. J'avoue que
c'est ce qui a été aussi un petit peu le déclencheur. Alors bien que tout ça, j'avais quand même commencé à partir du moment où j'ai fait mon burn-out, hein. Donc ça a quand même... c'est pas que ça qui a déclenché, hein. J'avais déjà fait un gros travail sur moi à cette époque-là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je suis contente d'avoir abordé ce sujet-là. J'espère que cette vidéo verra le jour parce que je sais que ça va pas être évident de faire le montage, de la poster, d'attendre des réactions. Je sais que ça va vraiment pas être facile. Des réactions, s'il y en a, hein. Après, il y en aura peut-être pas et peut-être que je vais me dire j'enlève la vidéo et voilà. Je sais que ça va pas être facile en tout cas, mais je pense que ça fait partie en fait de cet aspect un petit peu thérapeutique et de me dire bah je suis pas toute seule et si j'ai un futur recruteur qui vient me voir qui tombe un jour sur cette vidéo ou quoi, bah c'est pas grave en fait. Enfin voilà, j'aurai le droit d'être comme je suis. J'ai essayé de dézoomer et de me dire en fait dans ce monde-là, toi t'es une toute petite partie, donc si t'as envie d'aider des gens et que t'as envie de le faire sur YouTube, bah fais-le en fait. Je me suis aussi dit on n'a qu'une vie, donc en fait si t'as envie d'en parler, bah parle-en et tu verras bien et voilà, enfin, c'est vraiment un travail sur moi et de me dire, ben, ne pense pas que tout le monde va voir ta vidéo, puisque déjà d'une, c'est loin d'être le cas. Et même si c'est le cas, bah, en fait, moi, je suis un être parmi je ne sais pas combien de milliards de personnes en France. Et, euh, et vous voyez, en fait, le fait de dézoomer, de me dire, bah, déjà d'une, il n'y a pas que moi, hein, l'hypersensibilité, a priori, ça touche entre 20 et 30% de la population. Et deuxièmement, bah, les gens sauront que je suis comme ça, et alors, et ok, bah, peut-être que ça m'aidera à l'accepter moi aussi, en fait. Donc voilà. Alors, comme je vous disais, peut-être qu'aujourd'hui, je vous dis tout ça parce que je suis dans une journée où ça va et où je me dis c'est ok. Peut-être que demain, je le vivrai différemment. Voilà, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir réussi à partager tout ça avec vous. Si jamais il y a des gens qui se sentent concernés, qui ont envie d'en parler, n'hésitez pas. Moi, je suis prête à en parler, comme je vous disais, plutôt en message privé. Après, après, bah voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura pu peut-être aider certaines personnes, que peut-être certaines personnes qui se questionnent, ben, vont pouvoir chercher d'autres pistes, que ce soit de l'hypersensibilité ou pas, hein, que ce soit autre chose. Voilà. N'oubliez pas que tout ce que j'ai dit, notamment bah, par rapport au diagnostic, par rapport aux personnes qui peuvent nous suivre, nous accompagner, c'est ce que moi je pense, c'est ma vision des choses. Je suis d'accord que c'est pas forcément le cas de tout le monde, que tout le monde ne pensera pas comme moi, et c'est ok en fait, on est tous différents, on a tous le droit de penser différemment, donc voilà, moi je vous ai en tout cas aujourd'hui partagé ma façon de voir les choses, ma propre expérience perso et là où j'en suis aujourd'hui, donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas merci pour tous ceux qui auront visionné cette vidéo. J'espère que ça aura fait du bien à certains. Et puis bah, comme je vous ai dit, si certains veulent en discuter, il n'y a pas de souci, je reste ouverte et je vous attends sur Instagram. En tout cas, moi j'ai un petit peu avancé mon effet bois donc pendant tout ce blabla. Je vous reprendrai, enfin en tout cas vous verrez la finalité de ce coloriage soit dans un vlog, soit dans autre chose, je verrai quand je l'aurai terminé, dans tous les cas je vous le montrerai. Il me reste plus beaucoup de bois, je suis contente. Et donc j'espère vous reprendre très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour d'autres, soit du coloriage, soit d'autres thématiques variées. Et donc en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!